présente la situation. On est en période de canicule et je risque de vous parler un peu longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre un peu plus confort que d'habitude. Ouais, désolé. Parce que j'avais pas mal de choses à vous raconter. Ça va être compliqué parce que je suis sans doute dans un très gros contre-jour et j'ai une toute petite lumière. Donc bon, la luminosité peut varier. Je risque de pas être éclairé de la même façon pendant toute la vidéo. Bon bah, on va dire que ça fait rien. Il risque d'y avoir pas mal de coups parce que j'ai du mal à parler d'une traite, je suis un peu crevé en ce moment, faut pas m'en vouloir. Et je suis crevé d'autant plus que, vous savez, j'ai quand même fait l'effort de regarder les vidéos que j'ai sorties il y a un peu moins d'un an. C'était en octobre 2022, donc voilà. Franchement les gars, je comprends pas. Comment le mec qui porte des habits satanistes peut être aussi propre sur lui, aussi bien coiffé, aussi mal à l'aise? Je comprends pas. Il aurait fallu me mettre dans une tenue de golfeur, j'aurais été bien plus dans mon rôle. Franchement, je me désolidarise de cet enculé, c'est pas moi. Bon, alors où je vous parle, ça fait 2 jours que je vous ai partagé mon court-métrage Le jeune homme et la mort. Et ouais, je sais. J'ai pas eu de réaction particulière par rapport à ça. Mais c'est pas hyper grave, j'ai essayé d'aller au bout et de vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à faire ça. Pour vous expliquer un petit peu comment j'ai pu en arriver là. Comment j'ai pu en arriver à ce court-métrage. Le but c'est pas tellement de faire un making-of ou un journal de bord de tournage, c'est pas ça du tout. Bon, je vous explique très brièvement. Le lieu unique donc du champ contre champ entre le personnage et l'espèce de monstre qui est en face. En gros, j'ai tourné un maximum de rush là-bas et je me suis dit, je montrais comme je veux, j'inventerai l'histoire au montage. Et en fait j'ai pris énormément d'idées, notamment le truc avec le flingue. Je savais pas ce que ce serait les dialogues par-dessus tout ça, j'ai décidé de faire avec et sans cicatrice. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a quelques faux raccords, mais on reviendra là-dessus. J'ai enregistré avec la cicatrice et sans la cicatrice et tout ça. Puis au fur et à mesure, il y avait une histoire qui a commencé à se créer dans ma tête. Voilà, donc j'ai tourné d'autres trucs, il y a des choses que j'avais déjà tournées et que j'ai réutilisées. Parce que, pour présenter un petit peu les choses, ça va faire, je sais pas, peut-être à peu près 6 mois que je me filme dans des moments quotidiens, en essayant d'avoir le moins de conscience de la caméra possible, histoire de pouvoir faire, je sais pas, des montages, des choses, n'importe quoi. Je me dis que, au montage, tout peut devenir important, tout peut devenir intéressant. Mon but là, ça va pas trop être de vous recracher des notions de cours que j'ai eu pendant mon année de prépa, parce que je pense que ça intéresse personne, et même pas moi, en fait. Donc voilà, donc voilà, on va rester sur un truc assez subjectif. Pour commencer, pourquoi j'étais absent pendant 11 mois sur YouTube? Alors en fait, je vous explique un petit peu, l'année précédente, j'ai été atteint d'une très grave maladie. Alors je sens que si il y a des médecins qui regardent cette vidéo, sait-on jamais, là vous allez rire, mais j'ai été atteint du syndrome de la page blanche. Et figurez-vous que je pense que, étant donné ma vie personnelle d'avant, ma vie au lycée, tout ça, je pense que c'est une des pires choses qui puissent m'arriver. Je pense que vous voyez globalement ce que c'est. Dans l'ensemble, le syndrome de la page blanche, c'est un truc... on a plein d'idées, ça se met pas en place, on peut rien faire. J'ai essayé d'écrire de nouveaux scénarios au lycée, j'écrivais tout le temps, là je n'y arrivais plus. Tout simplement parce que toute ma créativité, toutes mes idées passaient dans les cours, étant donné que maintenant j'avais des cours où j'avais des pratiques artistiques et où on pouvait avoir des débats et des choses intéressantes. Et même tu sais le midi tu parles de films avec tes potes et tout et c'est super. Mais du coup, travailler des projets personnels c'est devenu beaucoup plus compliqué pour moi, étant donné que ça devenait toutes mes journées. Donc c'est devenu assez particulier et en fait j'ai rien pu faire. J'ai essayé d'écrire des nouveaux scénarios, là j'en ai 3 qui sont inachevés parce que, et que je compte pas terminer pour ceux qui se posent la question, parce que juste, je sais pas, les idées sont là, la structure, je dirais, l'hygiène mentale nécessaire n'est pas là en fait. Il y a un flux qui va trop vite et une incapacité à canaliser tout ça. Et donc là je me suis dit, vas-y, je vais essayer de pas structurer, de rien structurer du tout, je prends un maximum de rush, un maximum d'images. Je me suis rendu compte que du coup il y avait des choses, des choses assez dominantes, notamment je suis incapable de me filmer de manière fixe. À partir du moment où je sais que je suis filmé, je suis capable d'oublier la caméra, mais je deviens très vite hyperactif. Je me sens obligé d'avoir un mouvement constamment, de faire quelque chose, n'importe quoi. Quand je me filme en train d'écrire, j'écris beaucoup plus vite. Truc tout con, mais c'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Bon,
Sinon, j'avais déjà une vague idée quand même de ce que je voulais faire. J'avais envie du coup de représenter un territoire onirique, de représenter un territoire mental. C'est pour ça que je me suis permis d'enregistrer aucun dialogue. Et que tous les dialogues sont rajoutés au montage et que j'ai enregistré ici d'ailleurs. J'étais allongé sur ce canapé avec mon micro et j'ai passé des heures à enregistrer des dialogues comme j'en avais envie entre un jeune homme et la mort, entre guillemets. Donc du coup, comment m'est venue l'idée de ce monstre qu'est la mort? Déjà, il faut savoir un truc, c'est que le genre du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique ou folklorique, tout ça, c'est un genre que je connais assez bien. Et la mort est un monstre qu'en vérité on voit assez peu dans les films. Je peux pas vous en citer beaucoup. Il y a eu récemment dans Le Chapeauté 2, si vous me connaissez personnellement, vous savez que ça a été un énorme coup de cœur, que le film m'a fait chialer par moments. Du coup dans Le Chapeauté 2, mais il y a aussi dans Le 7ème Saut d'Ingmar Bergman, un pur chef-d'œuvre que je vous conseille. En Rencontre avec Joe Black, pareil, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film, un film magnifique. Bon, il y a bien un spécial Halloween des Simpsons, mais ça je sais pas si c'est très bon. Là je vous parle vraiment des films qui abordent la mort d'un point de vue philosophique, parce que sinon, des tueurs fous qui provoquent constamment la mort au point qu'on les imagine ressembler à la mort, ça il y en a plein, hein. Anton Chigurh, le samouraï de Melville, tout ça, bon, il y en a énormément des personnages comme ça. Je vais vous dire un truc, étant plus jeune, j'étais un gamin vraiment terrorisé, j'étais un gamin anxieux qui avait absolument peur de tout, j'étais le premier à avoir peur du croque-mitaine sous le lit, les délires comme ça. Et en fait, je dirais que j'ai commencé à arrêter d'avoir peur qu'il y ait un monstre dans le placard quand je dormais. Je dirais que j'ai arrêté d'avoir peur de tout ça quand je devais avoir vers, je sais pas, 14-15 ans, donc ouais, vachement tard. À partir du jour où j'ai commencé à comprendre que c'était probablement moi, la bestiole la plus terrifiante présente dans la pièce. Là, je suis pas en train de vous faire le discours de je suis un psychopathe, je fais peur, je suis méchant, Non, c'est clairement pas du tout ça que je dis, ce serait faux en plus. Ce que je veux dire, c'est que, d'une part, si l'être humain était inférieur à quoi que ce soit dans la chaîne alimentaire, ça saurait depuis longtemps, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le cinéma, la science-fiction, tout ça, ça a beau essayer de nous faire constamment croire le contraire, non, je suis désolé, on est au sommet, on dévore tout ce qui passe. Et en plus de ça, pourquoi les monstres existent? Les monstres, dans l'imaginaire humain, existent. Je suis désolé s'il y a des bruits de rue, je sais pas. Pourquoi les monstres, dans l'imaginaire humain, existent? C'est probablement pour nous déculpabiliser, en fait. Parce qu'en fait, les vrais monstres, ils ont vraiment existé. Seulement, comment vous dire, leur esthétique est moins... Ils sont beaucoup moins travaillés esthétiquement, ils sont moins plaisants à voir. Vous voyez ce que je veux dire? L'un a trucidé tous ses voisins, l'autre a inventé l'apocalypse avec la bombe atomique, tout ce que vous voulez. C'est ça les vrais monstres finalement. Et donc pourquoi on sont obligés toujours de projeter nos peurs sur quelque chose d'autre, quelque chose qui ne nous ressemblerait pas assez? Et puis je vais vous dire un truc, la créature horrifique que je préfère au cinéma, en littérature pour être plus exact, c'est Pennywise, le clown dansant, aussi connu sous le nom de Ça, le bouquin de Stephen King, parce que oui, il y a eu pas mal d'adaptations, alors celle des années 90, il faut l'oublier, vraiment je l'ai vu qu'une fois, je me suis dit il faut que j'oublie ce truc. Il y a eu des réadaptations en 2017, les deux films sont excellents, mais ils s'éloignent du bouquin, ils s'éloignent de mon élément favori du bouquin, à savoir le clown, qui en fait dans le bouquin n'est pas tout à fait la même chose. Dans le film, c'est un monstre assoiffé de sang qui embroche des enfants à la chaîne, c'est un truc dégueulasse. Mais ça marche assez bien, ça fait peur, ça fout bien les boules. Seulement le bouquin est quand même très différent. Pennywise dans ce livre est en fait la synthèse de toutes les vices de l'âme humaine, de tout ce qui déconne chez les humains, de toute la part de haine refoulée par exemple. La part d'ombre, la part refoulée de nous-mêmes est synthétisée dans cette créature. Qui d'ailleurs on ne le voit pas dans les films, mais dans le bouquin cette créature a le don d'ubiquité, peut-être à plusieurs endroits en même temps. Si je reprends un terme d'Edgar Allan Poe, c'est le démon de la perversité ultime. C'est en fait une chimère humaine dont on ne peut pas rêver mieux en fait. Bon, et c'est pas le premier disclaimer, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, je dirais quand même que c'est une de mes grandes influences horrifiques, le clown de ce livre. Et puis oui, il y a aussi un petit problème, c'est que je me demande comment vous pouvez vous placer en regardant ce truc, étant donné que le personnage évidemment que c'est moi, et que tous les rushs, je dirais que c'est moi depuis à peu près 3 ans, voilà, il y a plein de vidéos et de photos et tout, de moi datant d'il y a à peu près, dans une brochette de 3 ans à aujourd'hui. Et donc, si vous me connaissez personnellement, ça peut vous mettre mal à l'aise. Je vous rassure, je vais bien, d'une part, vous n'allez pas vous inquiéter là-dessus. Et ouais, le but de cette vidéo, moi c'était une vraie expérimentation. Je
voulais voir comment je pouvais créer toute une narration à partir d'un montage et à partir d'images. Et après, j'ai évidemment des tendances drama queen, mais le but de cette vidéo, c'était absolument pas d'aller pleurer, j'ai pas d'amis, je sais rien faire. D'ailleurs, cette vidéo existe déjà, hein, elle est sur mon Insta si vous voulez la voir. Une vidéo de 15 minutes, ouais, alors, j'étais en mental breakdown quand je l'avais faite. Si vous voulez, c'était un petit peu chaud ce que j'avais fait, surtout que ça m'avait pas servi à grand chose finalement, ça m'avait pas du tout aidé à aller mieux à l'époque. Et je dis à l'époque alors que c'était il y a genre 6 mois et pourtant ça me paraît si lointain. Et d'ailleurs, faut que je vous dise un truc. Je sais que dans cette vidéo, j'avais dit à un moment que j'avais rencontré une divinité mortuaire, un ange de la mort, à un moment de ma vie. Et le truc, c'est que c'est vrai. Seulement, faut que vous compreniez un truc, c'est que ça n'a strictement rien à voir. Mais ça va être difficile de me croire. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai représenté là-dedans. Pareil, je sais qu'il y a quelques personnes à qui j'avais montré un de mes 2 courts-métrages de fin d'année. Où je jouais la mort et où il y avait exactement le même twist à la fin, du court-métrage où je retirais mon masque et où c'était moi et où je me souriais à la fin. Et je sais qu'on pouvait se poser la question, est-ce que c'est autobiographique tout ça? Est-ce que je purge tout mon vécu refoulé à travers ça? Non, clairement pas. C'est une facilité scénaristique en fait, hein, je vous le cache pas. Enfin, facilité je sais pas, mais c'est une espèce de... Pour la propre cohérence de ce que j'ai voulu faire, pour moi ça s'imposait. Parler de facilité si vous voulez. Cependant, il y a quand même le truc qui s'affiche au début, juste après Le jeune homme et la mort, et a marqué, c'est quoi déjà? Libre adaptation d'un événement presque autobiographique. J'aimais beaucoup en fait, c'est un paradoxe existentiel, un paradoxe de phrase en fait, que je trouve extrêmement drôle, ça me faisait rire, du coup je l'ai gardé. Mais en fait, on va plutôt dire une chose, je vous résume très vite, j'ai quand même fait une espèce de gros pot pourri de tout le vécu en surnaturel et en paranormal que j'ai pu vivre dans ma vie, car je suis passionné depuis, je dirais depuis le lycée, depuis que j'ai à peu près 15-16 ans. Je suis passionné d'ésotérisme, d'occultisme, de sorcellerie, de choses comme ça, et ça m'est arrivé effectivement plusieurs fois de faire de très mauvaises rencontres. Cependant, j'ai vécu également les plus belles expériences de ma vie dans ces moments-là, donc voilà. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Tous les jours, je reçois des signes, je reçois des symboles, des choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis un moment et qui découvrent que je m'intéresse à ce type de sujet et qui ne soupçonnaient pas, parce que j'en parle pas énormément en fait, hein, j'en parle pas tant que ça. Sauf avec les gens que ça intéresse évidemment, mais la plupart des gens n'y croient pas et ne veulent pas y croire, et donc moi je perds pas mon temps si vous ne voulez pas y croire, ça... Globalement, je considère que c'est pas à moi de faire quoi que ce soit, de toute façon. Évidemment, c'est un petit peu ce paradoxe de ça n'existe que si on en a envie. Si on décide de refouler tous les signes qui viennent à nous, évidemment, il n'y aura rien. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des disclaimers. Hein. Si je devais faire un parallèle avec la vidéo, j'ai rencontré ce que j'ai envie d'appeler des poltergeists. Je ne sais pas... Le problème, c'est que j'ai assez peu d'informations sur ces rencontres-là que j'ai faites. Je sais que c'était terrifiant, que c'était pendant l'année première, où en plus j'étais assez bas mentalement, très peu de temps avant que je sois hospitalisé. J'ai déjà évoqué mon hospitalisation, tout ça, c'est pour des raisons qui me regardent, et vraiment c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Essayons de pas tout mélanger si possible, cette vidéo n'a aucune structure, ça fait rien. Mais en gros, les mauvais esprits, et je ne saurais même pas vous dire si ce sont des entités démoniaques qui ont pour seul but de faire chier le monde, on va dire, ou si ce sont des esprits défunts qui veulent se venger, ou simplement des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts. Tout ce que je peux vous dire, ces saloperies sont constamment en quête de matière, elles ont soif de vie, étant donné qu'elles ne supportent pas leur abstraction, en fait. Et donc si vous voulez, c'est le principal danger quand on commence, surtout quand on est jeune, quand on est un adolescent vulnérable, et qu'on se connecte à ce type d'énergie, c'est extrêmement compliqué de faire face à ce type de choses. Et dans le pire des cas, je pense qu'on peut se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler les limbes. Il y a ce dialogue du personnage à un moment, tu ne m'emmenais pas mourir en fait, tu m'emmenais vers les limbes. C'est pas tellement connoté religion, hein, ce que je vous dis. D'ailleurs, j'ai toujours eu un peu de mal avec le principe dogmatique de la religion. Alors que ce qu'il y a de magnifique avec l'ésotérisme, c'est qu'on ne parle qu'en termes d'expérience personnelle, il n'y a pas de vérité générale. Donc là, je vous fais mon histoire personnelle, je suis pas en train de vous dire que ce sera la même chose pour vous, clairement pas même. Bon maintenant, passons plutôt d'un point de vue pratique. Bon alors, ce que vous avez forcément remarqué,
c'est qu'il y a énormément de faux raccords, et ils sont volontaires, une grande partie est volontaire. Il y a plusieurs passages, notamment, en fait c'est dû à deux choses principalement. Ma cicatrice que j'ai, qui apparaît à un moment au niveau de la lèvre là, mais également mon collier que je retire et qui réapparaît. Alors ce collier c'est un serpent, j'en parle juste après. Le moment auquel je pense, c'est celui où le personnage se rend compte que le flingue fonctionne encore. Cette scène je l'ai enregistrée avec cicatrice et sans cicatrice, avec collier et sans collier. Je me suis dit c'est plus intéressant de la garder comme ça. Tandis que les rôles suprémacistes qu'il y a entre les deux personnages, les rôles de domination, sont en fait en train de s'inverser. Dans un territoire onirique échappant à toutes les lois de la matière, une bête s'est installée. C'est la description, c'est le pitch un petit peu que j'avais mis de mon court-métrage en description de la vidéo YouTube. Et donc oui, parce que clairement, on est sur un territoire de rêve. Le personnage pense s'être suicidé, il pense s'être tiré une balle dans la tête pour se rendre compte que ce n'était qu'un fantasme tout ça. Bon après, il y avait mon espèce de gag avec la cigarette électronique. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'ai décidé de ne pas supprimer le sang autour de la bouche, le sang qui coule. Oui, alors c'est du sang factice, ça se vend comme étant du faux sang que j'avais acheté dans un farce et attrape. C'est globalement du plastique liquide et je vous l'accorde, c'est pas hyper réaliste. Mais si vous voulez, dans cette scène, j'ai décidé de la garder alors que le personnage est en vie et on voit qu'il ne lui est rien arrivé, il était juste en train de vapoter. Est-ce que le fait que ce soit arrivé dans sa tête, tout ça, est-ce que ça laisse place à une absence totale de traumatisme et une absence totale de cicatrice? Et bah pas forcément. Donc ça contribue toujours à l'aspect abstrait de ma narration, justement. Donc globalement, voilà, c'est ça pour vous justifier un petit peu toutes les petites erreurs qu'il peut y avoir. Ah, et aussi, les différentes représentations qu'il y a des personnages. Quand vous regardez, il y a deux plans en fait qui reviennent très souvent sur le faucheur. Il y a d'abord celui-ci, où on dirait une espèce de névropathe, une espèce d'agité du bocal, là, prêt à trucider tout ce qui passe. Et de l'autre, il y a ce côté-là où on voit que c'est clairement pas le même truc, c'est clairement pas la même personne. Juste par un simple changement d'angle, ça se ressemble plus du tout. Où là, on dirait vraiment plus une espèce de divinité ample, prêt à jeter la main morale sur un damné ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que vous voyez l'idée. Et d'ailleurs, on voit que ses tics de langage évoluent vraiment. Qu'il y a des moments où il s'énerve, des moments où il est amusé, des moments où il parle sans aucune émotion, ou juste il se contente de déblatérer des trucs, où on voit qu'il est clairement sur pilote automatique. Et en fait, j'ai décidé de mélanger tout ça. Pourquoi? Si vous voulez, ça renforce vraiment cette idée qu'il y a un bug dans la matrice. Et que le personnage comprend que tout ceci n'est pas réel. Que ce n'est absolument pas la mort. Que rien ne justifie qu'il soit actuellement mort. Putain, faut que je vous dise un truc aussi. Cette vidéo ne devait pas être tournée à cet endroit-là au départ. C'est juste que d'un point de vue pratique, c'était juste pas possible. J'ai beaucoup de matériel. Je voulais avoir de l'eau à proximité parce qu'il a fait chaud pendant tout l'été. C'était à genre 200 mètres de là où j'habitais, de là où je logeais. Donc ça m'a quand même pas mal arrangé. Puis j'aimais beaucoup cette barrière à franchir. Voilà. J'aimais beaucoup ça. En plus, je sais pas, ça ressemble un peu... Le faucheur qui du coup ressemble un petit peu à un berger comme ça qui essaye de manipuler son mouton, je sais pas, il y a un côté comme ça que j'aimais bien. Mais au départ ça devait se passer là, si je retrouve des images. À l'entrée de cette forêt, et là ça aurait été magnifique, ouais. Une forêt obscure, c'est juste un endroit qui est tellement cinégénique. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'étudiants qui vont tourner leur court-métrage un peu horrifique, un peu truc comme ça. Pourquoi il n'y en a pas plus qui vont tourner leur film en Normandie? C'est tellement cinégénique, tellement flippant, il y a tellement de trucs. T'as l'impression que c'est déjà un territoire fantastique de base. Ça va, il a klaxonné derrière là. Donc vraiment, il y a à la fois un côté où je vais faire un petit peu ce que je voulais, et à la fois il y avait des arrangements pratiques. Ouais, et puis petite difficulté, en fait c'est que en montant tout ça, à la fois en vrai et à la fois dans ma tête, j'ai eu envie d'une fin alternative, j'ai eu envie d'une autre fin, j'ai eu envie de refaire entièrement la fin. Au départ ce qui devait se passer c'est tout con, c'est que le personnage juste s'en va, fait son gros doigt d'honneur ensanglanté au monstre qui est en train de crever sur place et se casse et il est de nouveau en bas de l'arbre où il pensait être mort et en fait il a toute la vie devant lui. Et en fait je me suis dit ça n'a absolument aucun intérêt. Ça veut juste dire tout refouler, ça veut dire on s'enfuit, on laisse tout, on jette la poussière sous le tapis, on refoule toute notre part d'ombre, allez c'est fini. Je me suis dit c'est absolument pas comme ça qu'il faut procéder. Pourquoi ce monstre n'est pas la mort en fait?
faut que je vous explique un petit peu là du coup toute la philosophie macabre que j'ai voulu transmettre. Je dis philosophie macabre, mais en fait ça n'a rien à voir avec la mort, ça n'a rien à voir avec le fait de mourir, le fait de disparaître, la fin de vie. Si vous voulez, ce qu'on appelle souvent la mort, c'est la fin, tout simplement. L'être humain est complètement incapable de dire ce qui se passe après la mort, personne ne sait ce qu'il y a après la mort. L'être humain ne connaît pas la mort, on a mis un mot dessus, mais ça désigne, je pense, complètement autre chose. Pourquoi je porte un serpent pendant toute la vidéo? Et bien pour une raison très simple, le serpent est un être de mort. Le serpent meurt constamment. Il meurt, il change de corps. D'un point de vue symbolique, en fait, il retire son ancienne peau, il mue, donc. Combien de fois un individu peut changer au cours de sa vie? Je ne sais pas, la psychanalyse a déterminé que un être humain moyen a environ une trentaine de personnalités dans sa tête et qu'en plus ça évolue, il y en a certaines qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, d'autres qui reviennent, etc. tout au long de l'existence. Donc au final, la mort, la fin d'une période, il faut mourir une fois avant notre propre mort, comme dit Sia dans Second Souffle, la chanson qui est à la fin. Si on veut évoluer, si on veut réapprendre à vivre. Passer de l'autre côté, c'est tout simplement accepter un nouveau moment de notre vie. Accepter peut-être, j'ai 19 ans, donc peut-être est-ce que ce serait accepter un passage de l'âge adulte, j'en sais rien. Peut-être, par exemple, vous pouvez essayer de me psychanalyser autant que vous voulez, hein. Vous pouvez essayer de me dire que ce que j'ai représenté en fait c'était pas ce que je suis en train de dire actuellement. Parce que vous savez, il y a ce côté où en fait on dit souvent ça, que les auteurs comprennent rarement ce qu'ils ont réellement voulu dire. J'ai connu énormément de personnes, des professeurs notamment, qui expliquent que les réalisateurs nous parlent comme ils parleraient à leur psychanalyste à travers leurs films, si vous voulez. Donc au final, ce serait à nous de décrypter tout ce qu'ils disent, mais eux-mêmes en sont inconscients. Ce qu'il y a de marrant, c'est que cette scène ressemble beaucoup symboliquement à une scène de rupture. Ça ressemble pas mal à une scène de rupture amoureuse. Ils évoquent pas mal leur passé, ils évoquent tout ce qu'ils ont pu faire ensemble. Et ça, figurez-vous que c'est assez inconscient, je m'en suis rendu compte au montage, je me suis dit ouais mais en fait c'est marrant, je vais garder comme ça, voilà, rester sur cette lignée. Enfin, en fait, au fur et à mesure que j'ai créé les dialogues, je me suis quand même rendu compte que, voilà, c'est quand même pas pour rien qu'au final j'ai fini par dire littéralement ouais jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est quand même assez connoté, voyez-vous. Mais en fait, je vois pas forcément ce qu'il y a de mal à ça, ça ne dénature pas la chose, au contraire, une rupture avec une vie d'avant. Bon maintenant, pour évoquer du coup les quelques défauts de mon film, plus que défauts, je dirais des regrets du coup, parce que défauts, je peux pas forcément en être conscient évidemment, mais les choses que je regrette et où je me rends compte que ça va pas, déjà il y a un problème de rythme, je pense, 17 minutes c'est peut-être trop, et je ne voyais pas comment faire autrement. J'ai déjà supprimé des trucs qui étaient déjà censés y être, hein. Il y a plein de répliques que j'ai supprimées parce que je me suis dit allez c'est inutile, faut faire plus court et tout, et il y a un moment de vide qui se situe aux alentours des 10 minutes. Je trouve que la fin, on reprend du dynamisme parce qu'évidemment il se passe quelque chose, mais à toute une part, le dialogue en chant contre chant globalement ne marche pas très bien. Alors que les premières séquences, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, les personnages discutent, mais en fait ils revoient les passages de la vie du protagoniste. Et alors, il y en a peut-être qui se sont demandé qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Il y a effectivement tout le long discours de Vaz dans Far Cry 3, effectivement, ouais, je plaisante pas. Parce que figurez-vous que quand j'étais au lycée, et que j'avais un tempérament déjà un petit peu gothique, petite gothique dépressive si vous voulez, ouais, on aime les têtes de mort, on aime les faucheuses, on aime tout ça, et bah figurez-vous qu'un jour je m'étais perdu sur YouTube et que j'étais tombé là-dessus, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et en fait, le titre de la vidéo du coup c'était la définition du mot folie, et je me disais, ah putain, comme ça je veux savoir si je suis fou ou pas. Et en fait en regardant cette vidéo, je m'étais dit, putain de merde, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. C'est un excellent sujet de débat, je vous laisse y penser vous-même. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir l'impression qu'un film vous regardait, qu'un film s'adressait directement à vous, qu'un personnage dans un film s'adressait à vous à travers un dialogue? Ça vous est arrivé combien de fois? Je peux vous dire que ça m'arrive très souvent. Et c'est très loin d'être de la schizophrénie en fait. Le cinéma en fait depuis un moment suit un petit peu cette logique de l'identification parfaite à un certain public, donc c'est absolument pas surprenant, il n'y a rien de psychopathologique là-dedans. J'ai jamais joué à Far Cry d'ailleurs, je connais pas le jeu. Mais ce dialogue, il déchire sa mère. Et d'ailleurs, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'au final, je l'ai gardé en intégralité. J'ai pas coupé J'ai décidé de pas couper de scènes qui pourraient être inutiles, j'ai décidé d'exploiter chaque mot, chaque phrase qu'il dit, pour y intégrer des images. Vous savez, il y a ce côté, je crois qu'on appelle ça le fair use, mais j'en suis pas sûr.
on prend quelque chose de préexistant et on y met notre patte personnelle pour que ça devienne radicalement différent. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec beaucoup de choses. Notamment dans tout ce passage avec cette espèce de défilé de clips musicaux avec qui tournent autour clairement de la mort. Alors il y a des trucs, on passe de Enter the Void de l'homme pâle à Insomnium, While We Sleep, ensuite The End de The Doors, et après on a The Cure, enfin c'est grand n'importe quoi. Mais si vous voulez, découpé, remonté et fait par quelqu'un qui a une vie, qui a sa propre vision des choses, et ben en fait l'œuvre originale devient radicalement différente. Et c'est quelque chose que je trouve magnifique et que vous devriez retrouver d'ici pas longtemps sur ma chaîne, parce que j'adore faire ça, des montages musicaux pour essayer de donner du sens, pour essayer de donner un autre sens qui n'est pas la signification première de l'œuvre. Enfin, je trouve ça absolument magnifique globalement. Je pense que vous voyez où je veux en venir globalement et c'est fascinant. Si vous voulez, avec cette fin alternative, il y a un truc... Au départ, j'étais pas sûr de pouvoir la faire, d'en avoir la foi, et je me suis dit je vais peut-être laisser le truc même si ça me convient pas trop. Mais là franchement, je jouais un peu avec le feu. Déjà que ce court-métrage, je m'étais énormément investi émotionnellement pour le faire. J'avais beaucoup réfléchi à tout ça, franchement, avec tout ça, faire une fin qui ne me convenait pas, c'était difficilement envisageable, mais je me disais, ça peut être dur et tout. Et en fait, quand je suis retourné à cet endroit-là, du coup, j'ai attendu un mois, il y a un mois, dites-vous, où il ne s'est rien passé du tout, où le projet n'a pas avancé, où j'ai pas touché au logiciel de montage, vraiment rien du tout. Et là, je suis arrivé, et j'ai vu que le champ devant lequel j'avais tourné a été rasé, voilà, il a été labouré. Et là, je me suis dit, putain, faut que je le fasse, là c'est beaucoup trop beau. Pour plein de raisons. Parce que d'une part, on a ce côté, la vie peut recommencer à zéro, une nouvelle année, un nouveau cycle peut désormais démarrer. Et obtenir un truc comme ça, je ne l'espérais même pas au départ. Au cinéma, je pense qu'il faut toujours se laisser une part d'improvisation, pour peu que ça ne vous coûte pas la désorganisation, parce que là sinon ça devient l'enfer, un cauchemar. Et pour le coup, à certains moments, ça me guette un petit peu. Mais quelquefois, on obtient des choses qu'on n'espère même pas. Faudrait que je mette une petite tenue d'historien là, mais j'en ai pas malheureusement. Bon, vous allez continuer à me supporter comme ça. Globalement, le symbole de la faucheuse est un symbole médiéval, qui est né au Moyen-Âge pendant la guerre de 100 ans et qui a été lié à l'épidémie de peste. Parce que croyez-le ou non, il n'y avait pas de représentation de la mort pendant l'Antiquité par exemple. Étant donné que pour eux la mort n'existait pas, il y avait des représentations de l'enfer, du paradis, il y avait des dieux de l'enfer qui aujourd'hui sont des symboles macabres, mais à l'époque ce n'était pas macabre, à l'époque c'était peut-être, comment dire, à l'époque c'était associé à la souffrance, mais la mort dans les idées, dans leurs mythes, n'était pas quelque chose à proprement parler. Alors que les différents peintres, notamment, j'ai oublié leur nom, je suis sincèrement désolé, mais il y a ce tableau qui est magistral, le triomphe de la mort. Je vais vous trouver une photo et vous le mettre, parce que c'est juste extraordinaire. Où en fait il y a plein de faucheuses qui sont, je crois, des références aux cavaliers de l'Apocalypse. C'est un symbole biblique du coup, qui descendent sur les hommes et qui emportent absolument tout le monde. Pourquoi sont-ils armés de faux? Qu'est-ce que la faux fait sur ce personnage? Le fait qu'il soit squelettique, on comprend parfaitement, voilà, ce sont des morts qui viennent châtier les morts, pourquoi pas. Qu'est-ce que la faux a à foutre là-dedans? C'est tout con. Et c'est un symbole qui est emprunté à une représentation d'un dieu antique, pour le coup, Chronos, le dieu du temps. Vous allez croire que je me la pète, mais j'ai juste cherché sur Wikipédia, c'est juste des petites recherches, hein, croyez-moi, vous pouvez en faire autant. En gros, et en fait ce dieu était représenté avec deux faux, constamment. Pourquoi? Parce que qui dit faux dit moisson, qui dit moisson dit période, dit époque de l'année, dit cycle. Et le symbole du temps, le temps qui ne suspend jamais son cours, qui poursuit une année sur l'autre. Quand on a fait la moisson, une année qu'on a récolté tout le blé, qu'on a fauché tout ce qu'il y avait, et un nouveau cycle peut recommencer, une nouvelle année peut démarrer, une année qui sera peut-être pleine de surprises, on ne sait pas quelle sera la récolte de l'année d'après et tout, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ce champ complètement coupé, alors que sur tout le reste de la vidéo on voit que c'est quand même vachement fleuri, c'est très, très vert comme truc. On peut faire table rase donc de l'ancienne vie. J'étais juste beaucoup trop fier d'avoir trouvé un truc comme ça, peut-être même un peu trop, hein. Peut-être qu'au final c'est pas si ouf, mais personnellement c'était jubilatoire quand j'ai fait cette trouvaille. Ouais, par ailleurs, il y a un truc aussi qui varie et qui fait un fort accord assez compliqué, parce que oui, ça c'est le seul truc que j'ai pas pu... Malheureusement, le seul fort accord pas volontaire, la luminosité, je suis désolé les gars, j'y peux rien. On dit que les artistes sont au-dessus de tout, malheureusement, personne maîtrise la météo, voilà. Personne maîtrise le moment de la journée et le moment de l'année,
où on va tourner, on contrôle pas les nuages, voilà, c'est pas de ma faute. Et encore, j'ai fait de mon mieux pour essayer de rendre tout ça cohérent, c'est-à-dire que tout le passage où le protagoniste arrive devant la mort, c'est globalement une texture assez crépusculaire, parce que j'ai tourné au crépuscule tout simplement. Puis après j'ai tourné le reste le lendemain, c'était vers le matin. Puis j'ai terminé en début d'après-midi, toute la séquence. Et du coup vous l'aurez compris, c'était espacé d'un mois. J'essaie de retranscrire globalement parce qu'il y a des plans qui s'inversent et il y a des trucs que j'ai remis au début et tout. Donc je ne sais plus exactement, je peux pas vous dire dans les détails, j'ai pas tout mon court-métrage en tête. Mais voilà, je pense que vous avez compris que ce court-métrage n'était pas préécrit, que c'était une véritable expérimentation de ma part, de tester quelque chose de nouveau, de créer une narration à partir de choses abstraites, juste, voilà, créer quelque chose à partir de tout ce qu'on a, et honnêtement c'est un exercice que je pense que je réessayerai de faire, parce que je trouve que c'est quelque chose de juste incroyable. En attendant, qu'est-ce que ça va bien être mon avenir? Alors écoutez, là on est actuellement au mois de septembre, et je suis encore en vacances, moi je reprends qu'au mois d'octobre. Le truc c'est que là je vais entrer dans une année où je vais beaucoup plus pratiquer, où je vais avoir beaucoup plus de courts-métrages à faire. Donc je pense que j'aurai déjà une bien meilleure idée de ce qui me correspond, le truc qui m'attire plus. Pour le moment j'en ai aucune idée, j'aime beaucoup le scénario. Moi au départ je voulais être scénariste quand j'ai intégré l'école de cinéma, puis au final je me suis rendu compte que scénariste c'était un métier assez fantôme en fait, c'est un métier qui n'existe pas vraiment, et surtout que c'est un métier extrêmement ingrat, et je sais pas si, je pense que c'est pas assez épanouissant pour moi. La réalisation ça me plairait beaucoup, mais je ne suis pas dupe, je sais que c'est un des métiers les plus demandés et que c'est très compliqué d'être réalisateur simplement en le voulant, et je sais pas si j'en ai les capacités, voilà. Et ça, c'était une assez grosse particularité, mais c'est un exercice de style que je recommande à pas mal de gens, parce que c'est assez incroyable, et ça met vraiment au défi notre débrouillardise. Comment réaliser entièrement un court-métrage tout seul, avec absolument personne. Bon, en l'occurrence, moi, j'avais pas grand monde à appeler, mais c'est pas tellement ça la question. Si vous voulez, ça pose pas mal de choses, donc déjà, ça limite énormément la mise en scène. Travelling, impossible, sauf si on décide de le faire au montage, on fait un grand zoom, mais c'est pas un travelling, t'as compris. Dans le cas de mon film, c'est littéralement de l'hyper-montage, c'est-à-dire qu'à chaque dialogue, il y a de nouvelles images qui apparaissent avec une scène centrale qui au final est une extension. Plein d'illustrations de vie quotidienne en fait. Alors évidemment, peut-être que vous allez trouver que je me la pète un peu plus haut que mon cul dans tout ça. Globalement, moi je peux pas savoir. Alors bien entendu, pour le moment j'estime que j'ai flop, mais c'est pas un problème. Cette vidéo, je l'ai bien sûr faite pour moi, l'expérience est pour moi. Et très peu de mes proches sont au courant de ce truc. Donc du coup, réaliser un court-métrage tout seul dit limite dans la mise en scène, mais ça dit également liberté artistique totale. Mais par contre, ça retire tout ce côté collectif du cinéma, tout ce côté travail de groupe. Effectivement, c'est très triste, le cinéma ne peut pas se faire tout seul, mais là en l'occurrence on parle d'un court-métrage expérimental de 17 minutes, donc c'est pas... Dernière chose par rapport à ce que je viens de dire. J'ai terminé par une citation qui est peut-être un petit peu maladroite. N'est pas mort ce qui éternellement dort, et avec le temps peut mourir même la mort. C'est une citation de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, et qui en fait ne voulait absolument pas dire ça quand l'auteur l'a écrit. Ça voulait absolument pas dire ce que je dis moi dans ce court-métrage. Seulement je considère que cette citation, couplée à ce que vous avez vu avant, je considère que ça lui donne un autre sens. Vous voyez, toujours cette idée, détourner un matériau de base pour lui donner un autre sens. J'ai cité Stephen King aussi, et en fait j'avais complètement oublié. C'est quand le mec jette la faux en disant « Ah bah les masques, la fête est finie », c'est tiré de Shining. Je suis pas fan du film de Kubrick, mais c'est une autre question. Dans le bouquin de Stephen King, en fait, le personnage de Jack Torrance est régulièrement invité à s'abstraire, et est régulièrement invité à rejoindre le clan de fantômes qui habite l'hôtel Overlook. Et il répète tout le temps cette phrase « Ah bah les masques, la fête est finie ». Et cette citation, je crois qu'elle est elle-même héritée d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Masque de la Mort Rouge, mais ça c'est à confirmer, je suis plus sûr. Pour terminer cette autocritique, je vais vous balancer probablement une des phrases les plus inspirantes que j'ai jamais lues. Charles Baudelaire, au moment de traduire les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, les a résumées de cette manière. L'homme est à la fois ce qu'il est, mais également ce qu'il cache.